Nos partenaires architectes, donc l'équipe de François Chatillon, ils nous diffusaient quasiment chaque semaine 20 maquettes. Et donc j'étais confronté à une problématique qui était récurrente de poids des maquettes architectes, car ces maquettes de conception, elles étaient vraiment très détaillées et très belles. Les équipes travaux des entreprises, elles ont déjà produit plus de 200 modèles numériques. Et donc, pourquoi il y en a autant ? C'est parce que pour respecter le planning de la synthèse, ces maquettes numériques, elles sont découpées par lot, par niveau, par bâtiment et par typologie. Et donc, ça permet de valider les études d'exécution à l'avancement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Exabim. Nous avons eu le plaisir de recevoir Alban de Châtaignier, architecte et BIM manager chez Agerope. Après la présentation de son parcours, Alban nous parlera de sa mission chez Agerope et ses activités en parallèle. Nous irons par la suite à la découverte de son retour d'expérience autour du projet de la restauration du Grand Palais. Nous découvrirons comment ils ont réussi à décrocher ce projet avec des éléments de l'offre technique en réponse à l'appel d'offres BIM, l'organisation adoptée par Alban et son équipe. Nous verrons quelles ont été les solutions et plateformes utilisées, comment a été gérée l'interopérabilité, les aléas, la maquette numérique ainsi que d'autres sujets. Enfin, Alban nous donnera sa vision pour ces prochaines années avec un passage sur le fameux ChatGPT ainsi qu'intelligence artificielle d'une manière générale. Je vous laisse en compagnie de Jamila et Alban en vous souhaitant une excellente écoute. Si vous aussi vous souhaitez participer à nos prochains podcasts, n'hésitez pas à m'écrire sur mohamed@exabim.com. Bonjour Alban, merci de nous accorder du temps pour partager ton expérience sur un des projets emblématiques. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous un peu vous présenter et décrire un peu votre parcours ? Bonjour, je m'appelle Alban de Châtaignier. Merci de me recevoir sur le podcast Exabim. Donc, je suis architecte de formation et je suis BIM manager pour le groupe d'ingénierie et de conseil Agerope depuis 2016. Et je fais partie d'un service BIM qui est constitué de 6 personnes. Et je participe généralement à des projets de taille plutôt conséquente. Je suis également développeur et formateur pour l'outil de programmation visuelle Dynamo. Je pourrais dire que la programmation informatique, c'est mon violon d'ingre. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Et j'ai déjà d'ailleurs acquis une expertise qui est reconnue dans ce domaine. Et enfin, je suis également intervenant pédagogique depuis 4 ans à l'école spéciale des travaux publics de Cachan, une option BIM pour les étudiants de dernière année. Je suis très attaché à la formation, même si ça me demande un investissement conséquent, parce que j'apprécie beaucoup d'interagir avec les étudiants ou avec les apprenants professionnels, quand c'est avec des collègues. Et également, j'ai été désigné BIM influenceur en 2020 et j'ai reçu le BIM d'or donc il y a quelques mois, en 2022. Et pour parler un peu d'Agerope, c'est un groupe français qui est indépendant. C'est aussi l'un des premiers acteurs en ingénierie de la construction en France. Donc le groupe totalise 2300 collaborateurs. Il est présent dans 70 pays et possède 35 agences en France. Donc, il y a 5 sièges régionaux qui sont basés à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille et à Strasbourg. Et en Europe, les principales filiales européennes se trouvent en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. C'est un grand groupe et reconnu sur la scène française et internationale. Et j'imagine que ça vous donne aussi beaucoup de travail en plus de toutes ces missions que vous avez. Quelles sont vos principales missions en tant que BIM manager au sein d'Agerope Je n'ai pas systématiquement le rôle d'un BIM manager. Alors quand le BIM management il est porté par un partenaire, par exemple l'architecte, je peux tout simplement assurer des missions de modèle manager pour les projets de conception d'Agerope en interne. C'est-à-dire que je vais initier les premières maquettes et qu'ensuite je vais contrôler tout au long du projet la qualité
des maquettes et des livrables qui en sont extraits. Mais bien évidemment, j'effectue également des prestations de BIM manager pour le compte des projets d'Ingérop. Et là, dans ce cas, je suis responsable de l'élaboration des normes, de la rédaction des conventions BIM, de la mise au point des processus BIM, et de la réalisation de développement s'il y a un besoin spécifique, que ce soit sous la forme de programmation visuelle ou d'un plugin. J'effectue également des prestations de BIM Manager donc en externe. Ça peut être pour le compte d'entreprises générales, par exemple quand elles ont un macro lot et donc une dizaine ou une douzaine de lots dans ce macro lot à gérer, ou bien ça peut être pour un maître d'ouvrage. C'est d'ailleurs le cas pour le projet du Grand Palais que j'évoquerai tout à l'heure. Et de temps en temps, j'incarne le rôle d'AMO BIM. Et là, ça va être pour le compte soit de promoteur immobilier ou alors pour un organisme gouvernemental. Et donc, ces grands maîtres d'ouvrage sont soucieux d'assurer une continuité de la démarche BIM, tant dans les phases de conception qu'en exécution. Donc, ça les arrange d'avoir le même acteur qui suit le projet tout au long des différentes phases. Et l'essentiel de mon activité, il est tout de même tourné vers la production interne des projets d'Ingérop. Et donc les différentes missions elles concernent des typologies variées de bâtiments. Donc ça peut être des immeubles de grande hauteur, des gares, des bureaux, des hôpitaux ou encore des bâtiments avec du patrimoine. Encore une chose que je pourrais rajouter, c'est que je ne suis pas seul, je fais partie toujours d'une équipe projet et je suis souvent assisté par un ou plusieurs collègues BIM coordinateurs. Et sur les gros projets, je peux orchestrer jusqu'à une dizaine la production graphique d'une dizaine de modeleurs. Et sinon, sur les projets de taille plus modeste, ça va être un modeleur par lot, par spécialité. Et donc, quand il me reste du temps, donc en dehors des projets, je travaille à la recherche et au développement de nouveaux outils. Donc, j'ai développé un bandeau pour Revit qui contient aujourd'hui une cinquantaine d'outils qui sont dédiés à l'amélioration de la productivité donc en interne chez Ingérop. Là, j'ai compté dernièrement, il y a environ 40 000 lignes de code pour constituer tous ces outils. Et donc, mon objectif, c'était d'automatiser les différentes tâches de gestion des feuilles, de gestion des vues, faciliter tout ce qui était renseignement des paramètres, des sous-projets. Également, je l'évoquerai tout à l'heure, tout ce qui est contrôle de conformité des maquettes. Et enfin, il y a différents outils qui permettent de faciliter tout ce qui est modélisation des fluides, donc qui sont à destination des modeleurs. La richesse de vos missions est impressionnante. Allons plus loin et parlons un peu de ce projet emblématique primé au BIM d'Or. Vous avez rédigé l'offre technique. Quels ont été les points abordés et qui vous ont finalement, à votre avis, permis de prendre part à cette aventure? Alors, déjà, je suis ravi de pouvoir parler du projet de restauration du Grand Palais, parce que c'est un projet ambitieux qui me tient à cœur. Et je rappellerai que la précision de la restitution 3D de l'existant et la qualité de la démarche collaborative ont été saluées récemment par l'attribution du BIM d'Or 2022, donc en octobre dernier. Et donc effectivement, j'ai participé à la rédaction de l'offre d'Ingérop pour notre participation à la consultation du maître d'ouvrage, donc la réunion des musées nationaux. Et donc Ingérop a en effet remporté ce marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui portait sur les thématiques de la pré-synthèse, de la synthèse, du DOE numérique et du BIM management. Et nous avons tout simplement décrit dans ce mémoire technique notre compréhension du projet, les différents modes opératoires que nous envisagions, notre organisation et les profils des différents intervenants qui étaient pressentis à l'époque. Et évidemment, au moment où je rédigeais la partie de l'offre sur le BIM management, c'était en 2018, je n'imaginais pas combien je m'investirais dans ce projet et comment il se révélerait une belle aventure humaine qui a été jalonnée évidemment de quelques péripéties. Et dans les missions qui nous ont été qui étaient demandées par le maître d'ouvrage, donc en BIM, donc il y avait le BIM management en conception, en exécution. Donc ça comprend
la rédaction de la convention BIM conception, de la convention BIM marché, et ensuite sa déclinaison en convention BIM exécution. Donc il y avait également du contrôle de conformité périodique des maquettes conception puis en exécution. Et enfin, j'en parlerai aussi tout à l'heure, il y avait aussi la définition de la forme et du contenu de la maquette DOE. Et enfin, ça ce sera pour plus tard en 2025, il y aura le contrôle de conformité numérique du DOE qui sera issu de la phase travaux. D'accord, donc le DOE sera issu de tout ce travail-là et vous aurez à le contrôler en conformité, si j'ai bien compris. Oui, ce sera l'aboutissement de tout ce travail en maquette numérique. Très bien. Et qui accompagne le maître d'ouvrage en dehors de l'Ingérop sur donc la partie conception? Et si on a bien compris, il y a plus de 60 architectes qui travaillent sur ce projet colossal. Qui contrôle le travail en dehors de vous ou de votre équipe? Alors oui, du coup je vais présenter les intervenants de ce projet. Donc il y a le mandataire qui est l'architecte en chef des monuments historiques, qui est François Chatillon. Et en fait, il y a un historique de projet qui a été un peu compliqué. Il y a des spécificités qui sont propres aux monuments historiques. Donc, c'est pour ça que le mandataire, c'est l'architecte en chef des monuments historiques. Et Ingérop, il a 2 contrats différents sur ce projet. Il y a la mission de BIM management et de synthèse avec la maîtrise d'ouvrage que j'évoquais à l'instant. Oui. Mais il y a aussi une mission de maîtrise d'œuvre technique, donc là qui est passée avec François Chatillon, l'architecte en chef des monuments historiques. On a les études de maîtrise d'œuvre et d'ingénierie, elles ont commencé dans un contexte qui était compliqué. Donc c'était au moment du premier confinement en 2020. Et donc la phase APS, l'avant-projet sommaire, elle a été réalisée en distanciel et on pouvait pas se rendre sur site, ce qui était fort compliqué. Et heureusement, dès l'été 2020, il y a Ingérop et l'agence Chatillon Architectes qui se sont installés au sein même du Grand Palais, dans une galerie qui s'appelle la Galerie Alexandre III. Et cette organisation, elle a permis de grandement faciliter la coordination et les échanges entre les 60 architectes et ingénieurs qui sont impliqués dans le projet. Et surtout de respecter un planning des études qui est vraiment très contraint, car en effet, le Grand Palais accueillera les épreuves d'escrime et de taekwondo des Jeux Olympiques. Et donc, il faut impérativement respecter la date butoir de l'été 2024 pour la majeure partie des travaux. Et la totalité du Grand Palais, elle sera réouverte en 2025. Et donc, ce sera l'occasion pour le public de redécouvrir un édifice qui sera vraiment transformé avec notamment la restitution des circulations traversantes des décors d'origine, l'amélioration de la thermie de la nef, la sécurisation de la mise aux normes. Il y a d'autres aspects dont je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'organisation que vous avez mis en place et retenue pour surmonter toutes ces difficultés et puis pour réussir tous ces challenges? Donc 35 architectes et ingénieurs dans cette cellule intégrée. Pour ma part, j'y suis resté 8 mois. Donc nous avons installé un serveur partagé de maquettes sur site. Donc ça permet de s'échanger facilement les différentes maquettes. Et cette mission de BIM management comportait du contrôle de conformité des maquettes. Et nos partenaires architectes, donc l'équipe de François Chatillon, ils nous diffusaient quasiment chaque semaine 20 maquettes. Et donc j'étais confronté à une problématique qui était récurrente de poids des maquettes architectes, car ces maquettes de conception, elles étaient vraiment très détaillées et très belles. Mais quand ils nous les diffusaient, c'était des maquettes de travail, donc elles comportaient des plans scannés qui étaient importés, des nuages de points, des WGG insérés, et tout ça faisait que ces maquettes étaient vraiment lourdes. Et si j'avais dû analyser, purger manuellement 20 maquettes chaque semaine, donc ça m'aurait amputé à chaque fois plusieurs journées de travail. Et donc la solution que j'ai trouvée, c'était de développer un plugin qui réalisait une extraction de la base de données des maquettes
qui les analysait pour moi. Et cet outil me permettait de pointer rapidement les principaux défauts à corriger des maquettes. Et ensuite, je pouvais lancer des routines qui retraitaient les maquettes architectes, qui les allégeaient, qui diminuaient leur taille au moins d'un tiers, voire de la moitié. Ça nous permettait de partir chaque semaine sur des maquettes allégées et retravaillées et qui correspondaient à nos besoins. Sinon, je pourrais évoquer aussi la gestion électronique des documents, la GED. En conception, c'était Mezzoteam. Donc, c'est la solution qui était mise en place par le maître d'ouvrage. Donc, elle a permis le partage, l'échange de l'ensemble des documents et des maquettes entre les différents acteurs de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'était fondamental d'assurer la traçabilité des échanges, des documents, de réduire au maximum les échanges par mail. Sur des grands projets comme ça, c'est vraiment indispensable. Et ça nous permettait également de diffuser au maître d'ouvrage les livrables à chaque fin de phase de conception. Et c'était sur quelle plateforme la visualisation? Oui, alors pour la visualisation, j'ai dû trouver une solution pour qu'on puisse faire des revues de projet et de la coordination spatiale. Pour ça, c'était nécessaire d'obtenir une maquette qui était agrégée et fluide, qui pouvait être mise à jour facilement et que je pouvais diffuser au groupement chaque semaine. Donc comme il y avait un grand nombre de maquettes très vite et elles étaient très lourdes, j'ai dû expérimenter plusieurs solutions. Et finalement, j'ai retenu le logiciel Navisworks. Navisworks, d'accord. Et donc, cette maquette compilée qui était légère, elle était donc utilisée lors des revues de projet hebdomadaires. Ça nous permettait d'entériner les dernières évolutions de projet, de visualiser les points bloquants. Et donc, on utilisait également Navisworks pour tout ce qui était coordination spatiale, la présynthèse du projet, et pour diffuser des rapports de suivi par spécialité. Et également pour la visualisation, donc là, plus pour de la communication, on a créé des animations holographiques de la maquette. Pour ça, on a utilisé le moteur de rendu en temps réel Unity, et donc avec un appareil qui est développé par la société Olusion. Et donc ça faisait un outil de communication qui est assez spectaculaire et qui met bien en valeur l'ambition architecturale du projet de restauration. Et donc, par le biais de ce support, on a une sensation d'immersion et une meilleure compréhension du projet. Et donc, on n'est pas obligé de porter des lunettes 3D. C'est assez bluffant. Oui. C'est vrai que voilà, c'est une expérience très riche et aussi pleine de défis qui vous fait des bons énormes dans le futur. Pour représenter le bâtiment, on a dans sa complexité géométrique et a priori produire la majorité des livrables, le choix s'est porté sur les outils Autodesk et en particulier Revit. Est-ce que vous savez pourquoi et à quel niveau cette décision a été prise? Alors, en fait, Revit, il est tout simplement mentionné comme un format de livrable dans le cahier des clauses particulières de la maîtrise d'ouvrage. D'accord. Et c'est surtout l'architecte en chef des monuments historiques qui a initialement débuté la modélisation d'une tranche du Grand Palais sur Archicad, mais il a rapidement basculé sur Revit. Donc ça tombait vraiment bien pour un GROP quand nous avons 10 ans d'expérience et de recul sur le logiciel Revit. Bon, après, je ne souhaite pas déclencher de querelle de clocher sur les mérites comparés de Revit ou d'Archicad. Alors, je vais rappeler quelques spécificités du monument historique qu'est le Grand Palais. Donc, il a été bâti pour l'exposition universelle de 1900 et cet édifice, il est devenu fort complexe après plus d'un siècle d'additions bâtimentaires qui se sont succédées. Les 3 bâtiments qu'elle compose totalisent 77 000 m². Ça fait une surface vraiment conséquente. Et il y a notamment la nef qui intègre la plus grande verrière d'Europe, qui comporte 17 500 m² de surface et à environ 45 mètres de hauteur. Et donc, une des particularités de ce projet, c'était de réussir à représenter le plus fidèlement possible la géométrie de ce monument centenaire. Et donc, la méthode qui a été utilisée par les équipes de l'architecte en chef des monuments historiques, c'est qu'ils ont constitué une base de données d'environ 20 000 documents. Donc, dedans, il y avait des photos, des nuages de points, les DOE des derniers travaux qui ont
été faits sur la couverture de la nef, sur les fondations. Et ensuite, ils ont utilisé 3000 plans scannés des archives nationales qui sont superposés aux nuages de points, au relevé géomètre, réaliser des arbitrages. Et donc, ça a permis la modélisation du Grand Palais dans son état existant. Et il a fallu 2 ans à 4 architectes pour réaliser ces premières maquettes. Et rien que la couverture, elle a nécessité 400 stations de scan 3D, pour donner une idée de l'ampleur de cette restitution, de cette modélisation. Et donc ce travail titanesque de modélisation, il a permis à François Chatillon de comprendre les modes constructifs de ces 3 bâtiments. Et également, j'ajouterais que certaines informations des archives patrimoniales, elles ont été intégrées dans les objets des maquettes de l'architecte. Et donc, toute cette organisation qui était centrée sur le BIM, elle a permis à l'architecte d'élaborer une sorte de mémoire du cycle de vie du bâtiment. Et surtout, ça permettait de centraliser en un lieu unique les informations qui étaient importantes et que nous, ingénieurs, on pouvait retrouver facilement. Et ensuite, pour les études, la visualisation en 3D, elle nous permettait de faciliter notre compréhension des grands volumes, aussi bien que des petits renfoncements. Et évidemment, ça ne nous empêchait pas non plus d'aller sur site et d'effectuer nos propres relevés quand il y avait des zones de la maquette de l'architecte qui n'étaient pas assez détaillées. Comme vous le disiez juste un peu plus tôt dans notre échange, les maquettes numériques comptabilisaient plus de 35, vous avez plus de 15 gigas de données, plus de 160 000 objets, vous avez utilisé beaucoup d'outils, notamment ceux d'Autodesk. Comment vous avez fait pour maintenir le flux de travail et les livrables qui étaient attendus avec les délais très serrés dont vous nous avez parlé un peu plus tôt dans notre échange. Donc, effectivement, en conception, donc il y a eu différents usages des maquettes numériques, donc, comme la planification, le chiffrage, les simulations, les calculs, la communication, la coordination spatiale. C'est pour ça qu'on a utilisé une quinzaine de logiciels. Forcément, ça entraînait la prise en compte de problématiques d'interopérabilité qui étaient associées à cette utilisation de beaucoup de logiciels, d'ailleurs qui n'étaient pas tous développés par Autodesk. Et donc notre enjeu, c'était d'éviter autant que possible de remodéliser à chaque fois les bâtiments et de devoir ressaisir des informations. Donc, ça aurait été évidemment une perte importante de temps, mais également une source d'erreur. Bon, après, au final, pour certaines simulations, on a été quand même obligé de refaire une maquette simplifiée. Il y a eu des simulations bioclimatiques qui ont été réalisées pour le confort hygrothermique extérieur. Il y a l'écoulement des vents qui a été modélisé afin de calculer des variations de pression sur la nef. La température intérieure de la nef, elle a été aussi validée par un calcul de mécanique des fluides numériques. Et vous avez utilisé d'autres logiciels tels que Rhino ou j'imagine la programmation, ça c'était indéniable pour agréger une quantité de données aussi importante. Avez-vous eu recours à d'autres logiciels et lesquels en fonction des disciplines pour un peu éclairer nos auditeurs? D'accord. Alors les calculs structurels, ils ont été réalisés à l'aide d'Oasis GSA et d'Advanced Design pour dimensionner les éléments en béton. Et également la suite Arch, donc c'est un plugin de Gretec, a été utilisé donc pour le dimensionnement. Pour tout ce qui était simulation bioclimatique, on a utilisé le logiciel Envimet. Pour la CFD extérieure, c'était le logiciel UrbaWind. Tout ce qui était écoulement des vents. Pour tout ce qui était CFD intérieur sur une tranche de la nef du Grand Palais, là c'était ANSYS Fluent. Donc, pour ces simulations, c'est vrai que la maquette simplifiée, elle avait été remodélisée avec Rhino pour avoir juste une enveloppe avec les faces correctement orientées et surtout sans trou dans la modélisation.
Et les études d'irradiation solaire, elles ont été faites avec ArchiWizard, toujours de Gretec. Et un dernier outil, donc on avait là c'est un plugin qui se greffe dans Revit qui s'appelle Unify, c'est un outil cloud. Et donc ça nous permettait de centraliser notre bibliothèque d'objets pour respecter la codification qui était demandée, le niveau d'information des objets. Comme ça, tous les projeteurs avaient accès à cette bibliothèque d'objets dédiée au projet du Grand Palais. Souvent, une fois la conception passée, la pré-synthèse, arrive le chantier, vous y êtes. Comment vous avez fait pour maintenir le BIM sur le chantier? Question cruciale, souvent ça s'arrête au niveau du chantier parce que pour des tas de raisons, les ressources, la transmission des informations, la contractualisation. Comment s'est passée cette opération du passage au chantier sans laisser de BIM, on va dire, sur le carreau? Alors c'est vrai que au départ, la maîtrise d'ouvrage ne comptait pas imposer le BIM sur le chantier, mais en conception, on a su la convaincre en lui présentant la maquette agrégée sur Navisworks et lors des revues de projet que c'était un outil qui était des méthodes qui étaient formidables et indispensables. Et donc la convention BIM, elle est devenue une pièce marché. C'est tout simplement contractuel de réaliser les études d'exécution en BIM pour certaines entreprises. Donc le gros œuvre, la charpente métallique, le chauffage, ventilation, climatisation, la plomberie et l'électricité. Après, tous les corps de métiers très spécialisés et patrimoniaux, eux, ils n'ont pas d'obligation de travailler en BIM, et ces corps d'état architecturaux, ils restent dans la maquette de l'architecte. Et après diverses réunions et échanges avec les entreprises, donc j'ai décliné cette convention marché en convention BIM exécution. Et un des principaux cas d'usage de cette utilisation en chantier des maquettes numériques est la synthèse architecturale et technique. Donc elle compile les maquettes qui sont diffusées par les entreprises et elle réalise ces études de synthèse d'exécution également en maquette numérique. Donc cette cellule de synthèse, elle comporte 8 personnes. Elle est installée sur site depuis 1 an avec les entreprises, les OPC, ordonnancement, planification, coordination, et la maîtrise d'œuvre dans des bungalows de chantier. Et il y a également un prestataire qui a réalisé un scan 3D après curage de l'ensemble des bâtiments. Donc évidemment, en conception, il y avait eu des scans 3D qui étaient faits par l'architecte, mais comme c'était avant curage, il y avait certaines incertitudes. Et donc la cellule de synthèse, elle est également chargée d'intégrer les principaux écarts dans la maquette du projet. Et donc forcément, il y a eu quelques mauvaises surprises, notamment dans les combles sur certaines charpentes. Et donc elles ont entraîné des reprises d'études pour la maîtrise d'œuvre et des fiches de travaux modificatifs pour les entreprises. Donc ça, c'est les grands principes de l'existant. On n'est pas à l'abri de surprises. Tout à fait. Et malgré ces inévitables écueils, les équipes travaux des entreprises, elles ont déjà produit plus de 200 modèles numériques. Et donc, pourquoi il y en a autant? C'est parce que pour respecter le planning de la synthèse, ces maquettes numériques, elles sont découpées par lot, par niveau, par bâtiment et par typologie. Et donc, ça permet de valider les études d'exécution à l'avancement. Et un autre usage de la maquette numérique sur le chantier, c'est celle de l'OPC, qui est SICAD, une filiale d'Agerop. Et donc cette filiale, elle utilise Resolving, et ça lui permet de suivre l'exécution des travaux. Ça servira pour les levées de réserve, pour le suivi des actions des entreprises, pour gérer la logistique, et également pour l'exploitation de son planning. Alors évidemment, faire tenir toute la maquette du Grand Palais sur une tablette, c'est pas envisageable, elle n'est pas possible. Mais en revanche, c'est possible de charger que certaines zones de bâtiment, et donc ça suffit à leur usage. Et comment vous avez surmonté sur Resolving les problématiques de nommage des documents
qui sont assez lourdes et fastidieuses pour les entreprises pour se retrouver dans l'ensemble de la documentation. Alors ça, c'est déjà de demander pour la GED Mezzoteam, tous les documents ont une codification. Et c'était d'ailleurs déjà le cas en conception. Et donc, il y avait un AMO qui était chargé de paramétrer Mezzoteam et de rédiger une notice spécifique à la codification. Tous les acteurs du projet s'y tiennent. Il y a 160 entreprises différentes qui participent il y a 5 chantiers différents qui sont découpés. Restons sur cette partie de chantier. Pour on va dire les entreprises, des lots techniques, faire du BIM encore sur le chantier commence à devenir courant, surtout sur des projets aussi importants. Comment vous faites pour les lots architecturaux, donc de seconde œuvre, pour les maintenir et les faire participer à cette aventure du BIM sur le chantier? Alors oui, comme je disais, le second œuvre, ils n'ont pas d'obligation de travailler en maquette numérique, ce serait sans doute contre-productif. Donc il y a bien une synthèse architecturale qui est faite, et elle fait une sorte de mixte et compile à la fois des maquettes numériques et des WG, donc qui sont diffusées par ces entreprises de seconde œuvre. Et donc elle utilise également AutoCAD, et ça c'est également assez classique comme outil pour la synthèse architecturale. Et donc c'est pas envisageable sur un projet de cette ampleur de modéliser tout ce qui est ferronnerie et des décors vraiment très travaillés dans les moindres détails en maquette numérique. Comme vous avez la casquette AMOBIM, si on a bien compris aussi, comment le DOE est programmé et comment vous alimentez au fur et à mesure ces objets qui seront in fine maintenus sans avoir à avoir un travail supplémentaire à la fin de ce projet et après la livraison? Alors le DOE numérique, c'est effectivement une exigence du maître d'ouvrage de la Réunion des musées nationaux. Et donc lors du DOE, les entreprises que j'ai citées tout à l'heure, donc le gros œuvre, le fluide, la charpente métallique, elles fourniront des maquettes telles que construites qui seront utilisées pour l'exploitation. Et donc ce seront les maquettes d'exécution qui auront été vérifiées, tenues à jour des adaptations d'études d'exécution, des modifications de programme et des adaptations de chantier tout au long de la phase de réalisation des travaux. Et donc à l'étape de récolement, ces maquettes devront être représentatives de la construction telle qu'elle est au moment de la réception et de la livraison de l'ouvrage. Et donc l'objectif principal de ces maquettes DOE sera de conserver une mémoire des données issues de la construction et donc de faciliter l'exploitation du bâtiment qui viendra d'être livré. Et ça, c'est également demandé par le maître d'ouvrage. Ces maquettes devront également servir d'interface et de lien vers une base documentaire de DOE numérique. Et donc, on va tout simplement constituer une base de données à partir des informations qui sont contenues dans les maquettes numériques. Et donc, actuellement, il y a déjà des données qui ont commencé à être implémentées par les entreprises dans les objets des maquettes, dans les équipements et les terminaux. La base de données donc issue des maquettes numériques dont je parlais à l'instant, elle sera notamment utilisée pour alimenter la GMAO, et elle sera également croisée avec les données issues de la GTB pour localiser les équipements connectés et suivre leurs performances thermiques, énergétiques. Et donc, pour obtenir cette maquette qui sera utilisable par les services d'exploitation et de maintenance, donc le BIM management, donc j'ai mis en place une codification spécifique des éléments modélisés pour la phase d'exécution, et on a défini conjointement avec les entreprises les paramètres à renseigner. Les entreprises avaient des retours d'expérience très pertinents d'autres chantiers. On a travaillé de concert sur cette définition des paramètres. Et donc ces informations, elles concernent par exemple les produits mis en œuvre. Dedans, dans ces objets numériques, il y a de la codification GTB, les références des fiches produits, le nom du fabricant, la classification Uniformat 2, d'autres paramètres. Et donc,
mon objectif, c'était de cadrer le niveau d'information de la maquette afin que l'exploitant du site il conserve ensuite la capacité de tenir à jour cette maquette pour qu'elle lui serve de référentiel technique. Et donc, il y a déjà tout un travail d'identification des terminaux et des équipements nécessaires à la GMAO qui a déjà été fait. Et donc, comme je disais, suite à différents allers-retours avec la maîtrise d'ouvrage et au retour des expériences des entreprises, donc on a établi une liste de paramètres à renseigner. Et pour les entreprises qui ne sont pas tenues de fournir des maquettes numériques, vous avez mis en place des fichiers Excel à remplir que vous allez intégrer ou une petite équipe pour finaliser ça, ou c'est les architectes qui alimentent le DOE, des peintures, des cloisons? Alors, il y a effectivement des données qui vont rester dans la maquette architecte qui sera mise à jour jusqu'à la fin des travaux. Et après, les autres entreprises, pour l'instant, elles remettront juste un DOE classique. Classique, d'accord. Bon, après, ça peut encore évoluer d'ici 2025. L'exploitant n'a pas encore été désigné. Les choses peuvent évoluer, en effet. Très bien. J'aimerais parler un peu plus sur les autres tâches que vous avez, puisque vous n'avez pas que ce projet. Quelle est l'organisation que vous avez pour suivre les différents projets en même temps? Effectivement, je travaille sur différents projets actuellement. Je travaille sur les 2 gares de la ligne 15, donc qui sont dont les travaux d'aménagement débutent. J'ai également la vérification de la conformité du DO numérique de la gare d'Orly. Là, il y a également le lancement du projet d'un centre hospitalier à Rouen. Et j'ai également une mission qui est assez conséquente d'AEMOBIM, à un échelon gouvernemental. Et enfin, là, c'est encore un nouveau projet qui démarre. J'assure le BIM management de la restructuration-extension d'un centre de traitement des déchets ménagers à Romainville. Une dizaine de projets en parallèle. Peut-être pas une dizaine, mais il y en a un certain nombre. Et donc c'est vrai que... Et heureusement, dans le service BIM d'Ingerop, on travaille en binôme. On associe sur chaque projet un BIM manager et un BIM coordinateur. Donc ça veut dire que quand il y a des rendus qui vont tomber au même moment, il y a un projet qui peut être suivi par le BIM manager et l'autre par le BIM coordinateur. Et le BIM manager reste évidemment en soutien s'il y a un problème, mais ça permet de répartir la charge de travail pour ne pas se trouver débordé. Puis après, évidemment, on a des réunions de service où on évoque les différents projets et on répartit la charge de travail et on peut passer des alertes sans qu'on ne va pas y arriver. Et donc il y a une certaine subsidiarité qui est à l'œuvre dans le service BIM. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Et évidemment, tout ce qui est programmation et formation, des sujets qui me passionnent, mais eux, ils vont passer au second plan parce que c'est les projets qui nous font vivre, si je peux dire, sont la priorité. Et le contrôle qualité du processus BIM d'un projet, c'est toujours la programmation qui vous permet oui. ce travail. Oui, alors oui, dans toutes les missions de BIM management, il y a de contrôle de conformité des maquettes, de la codification des différents éléments des maquettes, que ce soit la codification des vues, la codification des objets. Et donc, c'est vrai que j'ai développé un plugin donc, qui extrait de chaque maquette différents items qui m'intéressent, qui vérifie comment sont structurées les maquettes. Et ça me gagne beaucoup de temps pour savoir quelle est la qualité de la maquette rapidement. Et également, il y a des réunions de suivi BIM avec les entreprises ou en exécution ou avec nos partenaires en conception qui sont organisés régulièrement.
Et donc c'est là où on discute des différents sujets et où on peut passer des alertes si on voit qu'il y a une dérive quelque part, si les délais sont pas tenus, si la qualité des maquettes n'est pas ce qui était promis. Est-ce que vous pourrez nous parler d'un développement marquant ou d'une stratégie que vous avez adoptée sur un de vos projets au long de votre parcours et que vous pourrez partager avec nos auditeurs et les enrichir? Je pourrais expliquer comment j'en suis venu faire de la programmation visuelle. Ça, c'était un peu une nouvelle orientation dans ma carrière. Qui est essentiel d'après ce que encore. Oui, en tout cas, ça me tient à cœur. Donc, j'ai découvert Dynamo en 2017. Donc, je participais à la conception de la ligne 18. C'est un GEROP qui est mandataire pour cette ligne-là. C'est un groupement de maîtres d'œuvre. C'est la ligne d'Orly. Oui, Versailles. Ouais. Ouais. Et donc, elle passera par le plateau de Saclay. D'accord. Et donc, j'avais en charge la gestion et le suivi des maquettes de 4 gares et d'un centre d'exploitation. Et donc, c'était pas possible pour moi Donc, c'était pareil, l'architecte, il nous diffusait chaque semaine, les 4 architectes, les 5 architectes nous diffusaient chaque semaine, à peu près chaque semaine, les 5 maquettes, les 5 projets. Et donc, j'ai dû absolument réduire le temps passé sur chacune de ces maquettes. Et j'ai donc commencé à cibler des tâches qui étaient chronophages et qui pouvaient être automatisées. Et donc, pour ces projets, j'ai conçu des routines, donc avec Dynamo, qui facilitaient la production de nos livrables et codifiaient correctement tous les livrables qui étaient extraits des maquettes et qui reconnaissaient le format d'impression dans Revit des livrables. Ça, c'est une fonctionnalité qui est arrivée en Revit 2022, mais qui n'existait pas en 2017. Et également, j'avais conçu une routine qui permettait d'extraire tous les exports qui m'étaient demandés, soit par le chef de projet, le chargé d'affaires. Tout le monde voulait un export spécifique, que ce soit les livrables en PDF, en WG. Il y en a d'autres qui préféraient des formats DWF avec le logiciel Design Review, format de PDF intelligent développé par Autodesk. D'autres qui voulaient absolument visionner leur maquette en IFC, d'autres sur Navisworks. Et donc, j'avais plus qu'à cliquer sur un bouton et hop, ça me faisait tous les exports qui étaient demandés en un clic. J'avais plus qu'à laisser tourner la machine. Et donc, ça, c'était en 2017. Maintenant, on ne ferait pas ça comme ça. Maintenant, on utilise la plateforme Autodesk Construction Cloud, où là, on peut visualiser les maquettes sur la plateforme et visualiser également les livrables qui sont dans les maquettes directement dedans. Mais donc à cette époque-là, en 2007, j'ai pu constater que l'automatisation permettait d'économiser du temps et aussi d'éliminer les erreurs humaines qui arrivent quand on répète des actions plein de fois de suite. Et j'ai vu que je pouvais diviser par 4 ou 5 la durée d'analyse, de traitement de chacune des maquettes que je recevais. Et donc là, j'ai décerné qu'il y avait un vrai potentiel dans tous ces outils d'automatisation, l'utilisation d'algorithmes, et que le bâtiment, il était sans doute en retard par rapport à d'autres industries dans ce domaine-là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à créer de nombreux applicatifs, donc d'abord pour moi, et ensuite je les ai partagés avec mes collègues, tous ces développements. Et après, quelques mois après, du coup, j'ai commencé à beaucoup développer sur Dynamo et j'ai commencé une bibliothèque Dynamo qui s'appelle Genius Loci, l'esprit du lieu en latin. C'est une notion qu'on voit dans nos études d'architecture. Avec Norbert Schultz. Voilà. Et donc, cette bibliothèque fait maintenant partie des 10 packages Dynamo qui sont les plus utilisés et donc il y a eu plus de 150 000 téléchargements. Bravo. Et donc ça me vaut une vaste correspondance avec
des gens du monde entier. Donc c'est vrai que c'est également enrichissant pour moi et intéressant, même si ça représente des centaines d'heures de recherche, évidemment sur mes soirées et mes week-ends. Je ne sais pas si vous avez la réponse à la question, mais je vais la poser quand même. On dit toujours que le BIM ne fait pas gagner d'argent. Qu'en pensez-vous? Et qu'on ne fait pas forcément mieux en dehors de la visualisation, le travail, et que c'est une surcharge beaucoup plus importante. Je ne suis pas forcément d'accord, parce que par exemple, le Grand Palais, on n'aurait jamais réussi à tenir les délais. Enfin, faut quand même. On a eu moins d'un an pour faire toutes les études de conception technique. Donc, les phases APS, APD, Pro, DCE. Ça a tenu en moins d'un an. Ça, c'est dû à un historique de projet qui était compliqué, un projet qui était remanié. Mais faut voir que c'est quand même extrêmement court. Et ça, on n'aurait jamais su le faire sans la maquette numérique. Et également, avec la maquette numérique, on a quand même des études qui sont vraiment plus fiables. Et ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a de plus en plus de normes environnementales, de normes en tout genre qui se sont ajoutées, qui n'existaient pas il y a quelques années. Et donc, pour absorber toute cette complexité, moi, je pense que la maquette numérique, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Et ce serait pas envisageable pour moi de revenir en arrière. Alors, est-ce que le BIM, c'est toujours que pour des grands projets complexes en tout point, pas Non, pour les petits non. projets? Bah non, pas du tout. C'est également valable sur les petits projets. Pour des proches, j'ai fait quelques petites opérations. J'ai réendossé ma casquette d'architecte, notamment pour l'extension d'une villa, un relais de chasse et une extension d'une maison de ville. Et à chaque fois, j'ai utilisé le logiciel Revit, donc pour monter le permis de construire, faire le projet, suivre les travaux. Et ça, c'était des petits projets. Et j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement efficace. Et également, j'ai eu des missions de BIM manager pour des projets plus modestes, que des immeubles de bureaux ou un immeuble de logement. Et là aussi, il y avait de nombreux usages qui étaient vraiment efficaces avec la maquette numérique. Donc les maîtres d'ouvrage, eux, ils apprécient beaucoup de pouvoir visualiser, ça leur facilite la compréhension, de voir visuellement, mais également ils peuvent prendre des cotes sur la maquette, ils peuvent faire leur propre coupe pour vérifier que c'est bien conforme à ce qu'ils attendent. Par exemple, un promoteur immobilier, s'il veut vérifier l'aplomb des gaines techniques, il a juste à prendre la maquette, donc soit IFC avec un visualisateur, soit directement dans une plateforme comme Autodesk Construction Cloud, faire une coupe, vérifier que tout est conforme. Ça peut faciliter son repérage dans le projet. Si quand il se déplace dans la maquette, il y a un petit plan. Il peut vérifier par exemple, les normes d'accessibilité PMR, si elles sont respectées. En maquette numérique, on peut difficilement utiliser des cotes forcées. C'est moins vrai pour la 2D, où on montre ce qu'on veut bien montrer. Également, les grands maîtres d'ouvrage, les grands bailleurs, ils ont développé des modèles checkers qui vérifient un certain nombre de choses. Si je reprends le cas d'un promoteur immobilier, il peut également, tout à l'heure je parlais des aplombs de gaines techniques, mais il peut vérifier tous les aplombs des cloisons. Il peut vérifier que les différentes typologies, par exemple des appartements, que les logements ils sont bien standardisés comme il a demandé. Il peut également faire lui-même sa propre extraction de données, qui a une certaine transparence de l'information qu'on n'avait pas forcément auparavant. Ça peut lui permettre d'améliorer sa compréhension des quantitatifs qui ont été produits par l'économiste. Après, et comme je l'évoquais pour le Grand Palais, ça facilite tout ce qui est la synthèse, la pré-synthèse. On peut facilement visualiser et vérifier, par exemple, des hauteurs libres. Donc,
il suffit d'une coupe, d'une axonométrie, et tout de suite, on a la réponse à la question en réunion. Pour les entreprises, elles peuvent faire, je pourrais dire par exemple ce que j'appellerais des plans d'exécution qui sont améliorés. Ça veut dire que sur une planche, il y a à la fois le plan, mais aussi toutes sortes de coupes et d'axonométries qui sont extraites facilement, donc qui enrichissent et facilitent la compréhension par le maître d'œuvre et par le maître d'ouvrage du plan. Également, tout ce qui est prise de décision, ça va être accéléré grâce à la maquette numérique. Donc, je sais pas, par exemple, pour un escalier où il y aura un problème, s'il y a un problème d'échappée, voilà, l'architecte en réunion peut prendre sa maquette, modifier le pas de l'escalier, et tout de suite, on sait si le problème est résolu. Donc, il y a quand même un grand gain de temps et donc une résolution immédiate des problèmes. Donc, oui, je l'évoquais aussi tout à l'heure, tout ce qui est prise de cote, donc ça rend le maître d'ouvrage autonome. Donc, si un client l'appelle, il peut leur donner une réponse rapidement sans devoir passer par l'architecte. Et également, toujours dans le cas des promoteurs, eux, ils peuvent produire leur plan de vente vraiment bien plus rapidement qu'avant, où c'était en 2D. Je sais qu'il y a des plugins qui existent, donc en quelques clics, les plans de vente sont produits, sont prêts, voilà. On comprend que vous ne reviendrez pas en arrière. Tout à fait. Pour conclure et un peu avoir votre vision des choses, comment vous voyez notre avenir du bâtiment ou les tendances ne serait-ce que pour les jeunes qui vont arriver sur le marché et qui sont plus férus des outils numériques que l'étaient leurs parents. Quelle vision vous avez du secteur dans les années à venir et comment vous voyez votre métier d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années? Alors, en ce moment, il y a un outil qui fait le buzz, ce qui est dit comme une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Donc alors ce genre d'outil, évidemment, il est très attrayant. Bon, il n'est pas encore tout à fait prêt à remplacer des ingénieurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il rend intelligible du contenu qui est actuellement dispersé dans divers sites internet. Et donc ce que je vois, c'est que c'est sa capacité d'agréger des informations qui est vraiment impressionnante. Et justement, pour concevoir des projets, les concepteurs, que ce soit l'architecte ou l'ingénieur, ils doivent ingurgiter toutes sortes de données qui sont actuellement hétéroclites. Donc ça peut être des fiches espace, les fiches des locaux au format PDF, des pièces écrites, des tableurs Excel, des croquis. Et donc on pourrait imaginer que d'ici quelques années, il y a un outil similaire qui nous aidera pour la conception, qui pourra ingurgiter toutes ces données, qui nous fera des propositions. Et donc je suis vraiment persuadé que toutes ces méthodes de travail qui sont basées sur les intelligences artificielles génératives et d'autres outils d'optimisation, elles vont intégrer nos pratiques de travail, probablement dans un avenir proche. Et donc ça va renouveler tout de même notre manière de concevoir les projets, d'appréhender la complexité. Et il y a quelque chose aussi qui se développe. Là, c'est Autodesk qui pousse sur ce sujet. Et donc Autodesk essaye de moins en moins de vendre de licences de logiciels et il veut dématérialiser les licences, donc à l'aide de jetons qu'on achète, qui s'appellent des tokens. Et donc en fait, on paie selon notre usage différents logiciels. Et à terme, assez rapidement, ces logiciels ils seront plus installés sur les postes de travail, ils seront hébergés dans le cloud. Et donc c'est là aussi où il y aura plein de fonctionnalités qui pourront se greffer sur ces logiciels du futur. Et ce sera plus facile pour les éditeurs de logiciels d'améliorer ces outils au fur et à mesure. Et donc à chaque fois qu'on voudra utiliser des fonctionnalités
avancée, donc on consommera plusieurs jetons, et on aura une consommation qui sera décomptée au fur et à mesure de notre usage. Et donc pour moi, c'est ça l'avenir, avoir des stations de travail qui sont toutes moins puissantes et où tous les calculs se font dans le cloud et où il y a des nouvelles fonctionnalités d'optimisation automatique et d'outils qui font des propositions. Donc comme ce qu'on voit arriver avec ChatGPT, Midjourney. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alban, pour cet échange. On arrive au terme de notre présence ce matin. Que vous avez quelque chose à ajouter pour clôturer notre entrevue de ce matin? Je vous laisse la parole pour finir et clôturer. Merci Jamila, et merci à Mohamed et à toute l'équipe d'Exabim pour toutes les initiatives qui ont été mises en place et pour toute la fédération d'une véritable communauté BIM. Donc, c'est quelque chose qui est très important et auquel je suis attaché. Et donc si des personnes souhaitent approfondir ces échanges, donc ils peuvent bien évidemment me contacter sur LinkedIn, sur des sujets Dynamo, donc sur le forum Dynamo, je suis modérateur et que je fréquente très régulièrement. Ou encore, donc vous pouvez me contacter avec mon adresse mail qui est genusloki.bim@gmail.com. Merci beaucoup, Alban. Merci de nous avoir accordé votre temps. Nous, on ne manquera pas de revenir vers vous pour approfondir d'autres sujets et profiter de votre disponibilité pour partager avec l'ensemble de la communauté Exabim. Merci encore.